Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, c'est Marianne. Moi, c'est Marie-Lou, animatrice du podcast Fidèle au poste. Avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui, en fait, là, on aimerait ça prendre le temps là, de remercier là, Jade, là, qui est une de nos collègues, puis qui était là, en fait, quand l'idée nous est venue. Là, ouais. Tu sais, son implication aussi, là, elle nous a aidé à monter le contenu, puis tu sais, l'idée aussi part d'elle, là, fait qu'on voulait vraiment prendre un petit moment là, pour la remercier. Vraiment du fond du cœur, là, de l'implication qu'elle a eue dans le podcast. C'est sûr qu'elle est moins visible, qu'on l'entend pas, mais tu sais, son aide n'était pas moins importante. Oui, elle était là, puis ça nous a permis de livrer quand même le contenu qu'on a eu pour cette saison-ci. Donc, merci beaucoup, Jade, on t'aime. On se retrouve aujourd'hui là, pour un deuxième épisode là, pour se pencher sur l'histoire un petit peu du féminisme. Donc, on est vraiment au courant là, qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait par des pionnières féministes pour en arriver où ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, on aimerait ça vous ressortir des années, des dates et des avancées qu'on a eues en tant que femmes au Canada. Pionnières qu'on remercie encore grandement aujourd'hui. Donc là, on va vraiment partir de loin. Là. On s'entend qu'on est en 2024, mais on va vraiment partir de plus loin. Donc, on va reculer de 158 ans. Donc, on se retrouve en 1866. Le Code civil du Bas-Canada qui entérinait le principe que les femmes mariées ont la même capacité juridique que les enfants et les aliénés. Le Code civil interdisait justement aux femmes d'être tutrices, de disposer de leur salaire, d'intenter une action et de se défendre en justice. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que ça fait longtemps, mais ça reste que ça aurait pu être nous qui soient nés en 1866 puis de pas avoir ces droits-là. Mm-hmm. T'étais considérée comme un enfant juste parce que t'étais une femme. T'es juste née pas chanceuse. T'aurais pu être un homme puis avoir tous ces droits-là, mais non. T'as les mêmes droits qu'un enfant puis une personne aliénée. Aliénée est le terme, tu sais, on n'utilise plus ça aujourd'hui, là, on l'utilise juste parce que la statistique sort de là. Ça l'est plus, mais ça l'a déjà été quand même, tu sais. Ouais, c'est ça. On va rajeunir un petit peu. Donc, on se retrouve en 146 ans il y a 146 ans, en 1878. Le corps enseignant au niveau primaire se féminise, mais ce sont les hommes qui enseignent dans les classes supérieures et qui occupent les postes de direction. En éducation, à travail égal, les femmes ne touchent que 40% du salaire des hommes. T'sais, à ça s'ajoute aussi le fait que si les femmes étaient mariées, ils ne pouvaient plus travailler. Fait que, tu sais, ça, c'est les femmes qui n'ont pas de mari, là. C'est même pas toutes les femmes. C'est comme les filles. Ouais. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, ils se mariaient pas à 30 ans. Fait que, tu sais, t'étais chanceuse si t'avais le temps de finir ton école puis aller enseigner avant de te marier. T'sais, tu pouvais peut-être travailler un petit 5 ans, là. Puis après ça, une fois mariée, tu sais, ton travail, c'était d'avoir des enfants puis de contribuer à la famille, là. Fait que, tu sais. T'avais même pas l'option, là, d'aller travailler. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des congés de maternité en 1878, ça n'existait pas, là. Fait que. Si on remonte un petit peu, là, de 4 ans plus jeune, donc en 1882, j'ai tellement l'impression qu'on vit dans le passé aujourd'hui, mais regarde, c'est le temps d'un épisode. Donc, il y a une nouvelle loi qui a fait son apparition là, en 1882. Cette loi permet à un homme d'épouser la sœur de sa défunte épouse. Les femmes demeurent privées d'un droit analogue. Les légistes de l'époque justifient ce double standard en affirmant que la sœur d'une femme décédée est souvent appelée à prendre soin des enfants de cette dernière. Donc, on dit que le beau-frère puisse épouser cette deuxième mère. C'était favorable. Fait que dans le fond, vu qu'elle était déjà dans la maison à s'occuper des enfants, ben aussi bien la marier. Ouais. Tu sais. On va faire les choses dans l'ordre. Puis tu sais, ça reste que l'homme pouvait pas. Tu sais, c'était pas fait comme ça que l'homme pouvait s'occuper des enfants puis juste dire c'est beau, tu sais, je vis ma vie avec mes enfants puis tu sais, je me referai une blonde plus tard. Tu sais, c'est vraiment, tu viens aider. Maintenant, tu peux, c'est favoriser là, que t'épouses ta belle-sœur. Mm-hmm. Ça va être moins bizarre avec les enfants. T'es dans la maison tout le temps. Fait que tant qu'à ça, regarde. C'est tes enfants maintenant. C'est ça. Remplace ta sœur. Ouais. Vraiment, là. Bingo! T'as gagné 2 enfants. Donc, on fait un petit bond encore en 1892, il y a 132 ans. Au niveau municipal, communal et scolaire, les femmes veuves et les célibataires majeurs peuvent désormais voter. Fait que dans le fond, si moi j'étais mariée, c'était mon conjoint, là. Ben, c'était mon mari qui votait pour moi. Mais même pas pour toi. Dans le fond, tu pouvais juste pas voter. Ton conjoint, il vote, mais son vote compte pour un, là.
OK. Puis on s'entend que dans ce temps-là, là, d'être mariée en tant que femme, c'était quand même La majorité des... pas un choix. Ouais, tu sais, ça dit les célibataires majeurs. Fait que, tu sais, il ne devait pas en avoir tant que ça, là, des femmes célibataires majeures. Mm. Souvent, ils se mariaient à 16, 17, 18 ans. Là. Puis je jouais encore au Barbie dans ce temps-là. C'est ça. Non, mais t'avais des enfants. Ensuite, même année, la distribution d'informations sur la régulation des naissances et la vente de produits contraceptifs ou abortifs deviennent illégales et passibles de 2 ans de prison, jusqu'à la réforme du Code criminel en 69. Donc, si tu faisais juste parler d'un avortement, tu pouvais aller 2 ans en prison. Puis ça, c'est des choses que les hommes vivaient pas parce qu'ils peuvent pas tomber enceintes, tu comprends? Même même si, pendant un mariage, les femmes, dans ces années-là, ils gardaient leurs enfants. Là, c'était vraiment vu, puis c'était vraiment valorisé par l'Église, là, qui gérait tout ça dans ce temps-là. Mais tu sais, si tu te faisais violer dans une ruelle, là, tu pouvais même pas aller voir ton médecin pour lui demander de l'information. Même les médecins, là, ils étaient régis à la même règle que monsieur, madame, tout le monde. Là. Parce que, en prison. Ouais, c'est ça. C'était rough, hein? C'était rough. On se rappelle maintenant qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui refusent encore l'avortement. Là. Fait que, tu sais, il y a des femmes qui se mettent en danger puis qui le font homemade. Fait que... Puis qu'on recommence à en parler aussi de plus en plus aujourd'hui. Ouais, tu sais, les élections fédérales qui s'en viennent, là, ça fait peur. Ça fait peur. Ensuite, en 1909, le Code criminel est modifié afin d'interdire l'enlèvement des femmes. Antérieurement, l'enlèvement d'une femme de plus de 16 ans qui n'était pas héritière et qui n'était pas héritière n'était pas sanctionné par la loi. Pour être considérée comme une personne au-dessus de la loi, il fallait que la femme soit mariée ou héritière si elle avait plus de 16 ans. Ouais. Fait que, tu sais, si à ta 16e anniversaire, là, si t'étais pas mariée ni héritière, ben, tout le monde tu pouvais te faire enlever. Bah, c'est pas grave. C'est sûr. c'est logique, écoute. Mais tu sais, on se dit aujourd'hui que c'est illogique, mais tu sais, imaginez, il y a du monde qui ont voté pour ça. Tu sais, c'est ça, là. Faut vraiment se ramener à... Ça a passé dans ce temps-là. Qui adhérait aussi là, à cette loi-là. Là. Puis tu sais, moi, ça me questionne, c'est quoi qui a amené là? C'est quoi qui a amené ça jusque-là? Il y a une fille qui s'est fait enlever, mais tu sais, c'était si grave que ça? C'est ça qu'ils se sont dit. Tu sais, c'est une femme, il y a personne qui l'attend à la maison. C'est-tu si grave que ça, mettons, si on l'enlève un peu, là? C'est quoi qui a mené là? En tout cas, ça, c'est mes questionnements de toujours. Là. J'espère que t'es héritière, Marie-Lou. Mais j'ai plus de 16 ans, ça, c'est sûr. On va vraiment là, avancer là, de quelques années. Donc, on va se retrouver en 1918, donc il y a 106 ans. Toutes les Canadiennes qui étaient âgées de 21 ans et plus, qui possédaient les qualités qui donneraient à une personne de sexe masculin le droit de voter, obtenaient le droit de vote au fédéral. Dans le fond, tout le monde peut voter au provincial, sauf les Québécoises, en 1918. Puis, tu sais, on dit encore les personnes qui possèdent les qualités qui donneraient à une personne homme de voter. Fait que, tu sais, on se compare encore de... C'est la femme a le droit, mais juste si... Elle a les qualités d'un homme pour voter. Fait que, tu sais, c'est quoi qui qualifiait une femme d'avoir les spécificités d'un homme pour voter? C'est sûr. C'est flou, c'est flou. Ouais, très flou. En 1931, donc 93 ans, les femmes mariées sous le régime de la communauté de biens peuvent disposer de leur salaire et des biens acquis avec celui-ci. L'incapacité juridique de la femme mariée est cependant maintenue. Mais dans le fond, là, si elle avait des choses à elle, là, ben elle pouvait, tu sais, exemple, si elle travaille ou elle a un petit peu d'argent, là, ben elle peut utiliser son argent, elle n'a pas besoin de le donner à son mari. Parce qu'avant 93 ans, les femmes qui gagnaient des sous devaient le donner à leur mari obligatoirement. Ben, c'est un bel accomplissement. Ça fait juste 93 ans quand même, tu sais. Puis l'incapacité juridique de la femme mariée est cependant maintenue. Fait que dans le fond, si tu étais marié à un homme, tout ce qui est rapport au juridique, là, c'était ton conjoint qui s'en occupait, t'étais même pas apte à aller porter plainte. Là. Si c'était une femme, c'était ton mari qui devait y aller pour toi. C'est abstrait quand même de se dire ça qu'aujourd'hui, que ces femmes-là, ils n'ont pas eu ce droit-là, tu sais. Pour nous, on est arrivés puis on avait le droit de tout faire ça, là. Fait que, tu sais, c'est là qu'on se rend compte, tu sais, il y a encore des inégalités, mais tu sais, ça a été débroussaillé gros quand même, là. Combien qui ont pu travailler fort, là? Tu sais, ça fait juste 93 ans quand même, Ouais, c'est dur à imaginer. Il y a 84 ans, en 1940, ça faisait 14 années d'efforts là, au cours desquels les féministes se sont rendus annuellement à Québec pour l'exiger. Les Québécoises ont obtenu le droit de vote et le droit d'éligibilité au provincial. Fait que c'est quand même, tu sais, ce qu'on vient de dire, c'est quand même juste 14 ans plus tard qu'ils ont réussi à l'avoir. Puis tu sais, ils ont milité pour ça. Là. Puis justement, tu sais, le gouvernement, ils ont de l'incidence sur elles, mais tu sais, ils n'avaient même pas le droit de voter pour
pourrait lire quelqu'un qui les ressemblait. Là. Ça fait juste 84 ans. C'est impressionnant. En 1945, à la fin de la guerre, le gouvernement du Québec, les élites cléricales, dans le fond, ceux qui géraient l'Église, et les syndicats orchestrent une campagne pour encourager les femmes, surtout les mères et les femmes mariées, à regagner leur foyer, leur vraie place, pour en assurer le bonheur. Les tenants du retour des femmes au foyer prétendent que les femmes constituent une menace contre la morale chrétienne et l'équilibre familial et sociétal. Dans le fond, le travail des femmes est associé à la maltraitance des enfants. Exemple, si tu travailles en 45 puis que tu as une famille à la maison, tu maltraites tes enfants parce que tu n'es pas là pour les élever. C'est aussi associé à la maltraitance des enfants et à la délinquance juvénile. Fait que si ton enfant il est délinquant, ben tu avais juste à ta maison pour t'en occuper. C'est ta faute. Tu avais juste à pas aller aider ton pays. Tu avais vraiment juste à rester chez vous. Il disait aussi que c'était la cause de l'augmentation du chômage chez les hommes, de l'alcoolisme chez les hommes et la prostitution des femmes. Tu sais, moi, c'est vraiment le côté, là, ta vraie place. Là. Ton foyer, c'est ta vraie place. Là. Mais tu sais, ils ont eu besoin de nous autres pendant la guerre. On est allés. Mais là, on n'a plus besoin, c'est beau. Retournez chez vous. C'est assez, là. Tu ne sers pas à rien, tu sais. Ouais. Reste à ta place. T'sais, c'est correct, on a eu besoin de toi. Merci d'être venu. Mais regarde, je te demanderais vraiment de quitter. Puis, tu sais, quand on parle après ça, là, de l'augmentation du chômage des hommes, de l'alcoolisme et de la prostitution, c'est comme, tu sais, c'est tellement responsabilité des femmes, là, de ça, alors que c'est quand même un comportement qui a été. C'est complexe quand même, la consommation, je comprends. Mais ça reste que c'est encore de responsabiliser les femmes d'un problème de société. Tu contribues par ton absence à tous les problèmes de société. Reste chez vous, là, ça va être correct. C'est sûr que si je décide de consommer tantôt, c'est vraiment parce que t'avais juste à pas aller travailler, Marie-Lou. Ouais, c'est ça. Je suis allée travailler un matin si mon chum boit à soir. C'est de ma faute. En 1947, il y a 77 ans, les femmes qui épousent des non-Canadiens ne perdent plus leur citoyenneté. Ça l'empêchait aux femmes de choisir avec qui elles voulaient être là, réellement. Ouais. Fait que, tu sais, s'ils mariaient, exemple, une personne des États-Unis, ben, tu étais considérée comme une personne des États-Unis, tu n'avais même plus ta citoyenneté canadienne. Fait que, tu sais, ça apporte quand même des gros changements, là. Tu sais, tes enfants aussi, tu sais, si tu veux des enfants, tu sais, ils seront pas canadiens. C'est de savoir que l'inverse n'était pas ça non plus. Exactement, c'est ça qui est... Ouais, si un homme mariait une femme, tu sais, exemple, mexicaine, là. Ben toi, tu restais canadien quand même. Exactement. Ensuite, il y a 70 ans, en 1954, l'abolition au Code civil de la règle du double standard en cas de séparation des époux. Donc, pour obtenir une séparation en cas d'adultère de leur mari, les femmes ne sont plus obligées de prouver que celui-ci entretenait une autre femme au domicile conjugal. Alors que dans le passé, le mari pouvait obtenir une séparation pour cause d'adultère en tout temps sans le prouver. Fait que la femme devait prouver qu'il y avait eu un adultère dans la maison. Tu sais, c'est même pas, il sort un soir, il te trompe. Non, il fallait vraiment que ça... Si c'était pas passé dans la maison, je chiale pas. T'es chanceuse. Tu peux pas te séparer, là. Non, c'est ça. Comme vraiment, accepte-le, puis comment tu fais pour prouver ça, mettons? Ouais, t'es pas là. Ouais. Généralement. En 1954, comment tu fais pour prouver que ton chum t'a trompé dans ta maison? Ça, c'était la seule façon de te séparer pour adultère. Mais le gars, il avait juste à dire « Bon, mais ma femme m'a trompé. C'est beau, c'est ça fait 70 ans, là. C'est tellement... ça fait pas longtemps, là. Vraiment. Vraiment. Mais par exemple, tu sais, si toi, tu faisais ça, ben ton mari, lui, il pouvait le prouver, là, tu sais. Mais même pas besoin de le prouver. Il peut se séparer. Ouais, il peut juste... ouais, c'est ça. Ma blonde m'a trompé, c'est beau. Signe ici, c'est fait. Terminé. En tout cas, on va passer au prochain. Hein? Donc, 64 ans, en 1960, le gouvernement fédéral autorise la commercialisation de la pilule contraceptive. Donc, c'est un peu un lien avec ce qu'on parlait tantôt, là, tu sais, comme quoi toute contraception toute divulgation d'informations. Ouais, pouvait mener à la prison, vraiment, pour la femme. Et que ça fait 64 ans maintenant qu'on peut commercialiser la pilule contraceptive. Puis choisir de ne pas avoir... Une grossesse non désirée. Ouais. 2 ans plus tard, donc en 1962, la Commission scolaire catholique de Montréal met fin à l'interdiction pour les femmes mariées d'exercer la profession d'institutrice. Donc, si tu étais mariée, ben tu pouvais pas enseigner. Ouais. Mais tu sais, ça fait 62 ans que maintenant... Tu sais, c'est la Commission scolaire catholique de Montréal. Fait que ça veut pas dire que toi, c'est ça, exact. En 1969, donc 7 ans plus tard, la loi sur l'aide sociale met fin à l'humiliante législation qui obligeait les mères monoparentales à obtenir 2 certificats de bonne conduite, l'un du curé et l'autre d'une personne désintéressée. Donc,
à ce moment-là, tout individu dans le besoin a le droit à l'assistante, là, donc à l'assistance, donc l'aide sociale, quelle que soit la cause de ce besoin-là. Donc, ça a vraiment permis aux femmes là, d'avoir accès à un revenu au même titre que les hommes et de pouvoir quitter leur conjoint violent. Là. C'est sûr que si tu te sépares puis tu sais que t'auras pas le droit à l'aide sociale, tu vas rester dans ton milieu. Là. Mm-hmm. Puis tu sais, s'il faut que tu te sépares puis que tu aies 2 certificats de bonne conduite. Puis d'homme, du curé, déjà là, c'est un homme, puis d'une personne désintéressée, fait que ça serait pas ton nouveau conjoint, exemple, ni ton conjoint actuel. Il faut que ça soit, tu sais, moi, j'en comprends que c'est une personne qui n'a pas rapport dans ta vie, là, tu sais. Ouais. Fait que faut que tu aies 2 certificats. Si la personne est juste mal intentionnée, elle va juste pas te le signer puis tu n'auras pas d'argent. Là. Fait que la personne ne dépend plus d'homme pour justement pouvoir quitter son domicile, là, qui est inadéquat. Fait que si tu veux avoir le droit aussi à l'assistance puis à pouvoir survenir à tes besoins, mettons, avec l'argent, mais tu sais, il faut vraiment que tu fasses bien ça, ma belle. Tu comprends? Hein? Faut que tu me prouves que tu as une bonne conduite. Ouais. Sinon, pas d'argent. C'est assez humiliant. Ensuite, en 1983, donc il y a 41 ans, la loi sur les infractions sexuelles reconnaît le viol conjugal. Tu sais, on s'entend que c'est reconnu, mais c'est difficile à prouver encore en 83. Encore aujourd'hui, c'est difficile à prouver, mais maintenant, il y a vraiment des belles améliorations par contre. Mm-hmm. Mais une femme, en 83, peut désormais témoigner contre son conjoint pour agression sexuelle. Fait que si tu consentais pas avant 83 à la relation sexuelle, ben assume puis ne le dénonce pas parce que c'est ton conjoint. C'est ce que j'en comprends? Oui. Même encore aujourd'hui, là, combien de femmes disent « Ah, c'est beau, je vais le faire », tu sais, parce que c'est quand même moins long de céder que de passer à l'acte, tu sais. Ça reste une agression parce que tu n'as pas donné ton consentement. Tu te dis « Ça va juste être moins pénible si je laisse faire. Mm-hmm. » Tu sais, ça reste que tu n'as pas plus le goût d'avoir une relation sexuelle que ça fait combien de fois qu'ils te le demandent. Tu te dis « je vais acheter à la pêche, je vais le faire. Après ça, je vais pouvoir faire mes petites affaires. » Ça reste une agression parce que tu n'étais pas consentante à l'acte, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est quand même méconnu, là, le consentement. Ben c'est ça, c'est pas parce que tu as choisi, mettons, de l'aimer ton conjoint ou ta conjointe que, tu sais, c'est comme un peu un... Ben regarde, ça va toujours me tenter là, d'avoir une relation sexuelle avec toi, là, tu comprends? Exactement. Puis c'est pour ça aussi que nous, mettons, en tant qu'organisme à la maison, à Te Secours, là, on offre quand même de l'accompagnement à ce niveau-là, là, justement, pour la dénonciation de tout acte sexuel ou autre violence. Donc, oui, c'est difficile à prouver, c'est sûr, mais... on est là quand même pour. Puis, tu sais, en même temps, ça dépend de ce que tu recherches aussi. Tu sais, si ton besoin, c'est d'être écouté puis d'être cru, c'est ça, on peut te l'offrir. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, juste d'avoir de l'information sur le consentement puis que non, ton chum, il n'a pas le droit de t'agresser ou de te forcer à avoir une relation sexuelle parce que c'est ton chum. Mm-hmm. C'est juste ça, c'est méconnu. Tu sais, t'as toujours le droit de dire non. Puis, tu as le droit aussi de dire non à être présente pour un autre, tu sais. À regarder, si ça te tente pas, ça reste une agression, c'est ton malaise, il faut que tu t'écoutes, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mais en 83... Puis l'amour, ça n'enlève pas le droit de dire non plus. Exactement. Tu as le droit de l'aimer ton conjoint, mais que cette fois-là, ça te tentait pas puis qu'il l'a fait quand même, tu sais. Mm-hmm. Puis ça reste une agression, mais tu l'aimes encore, ton conjoint. C'est juste qu'à ce moment-là, il t'a pas écouté, tu sais. Fait que, encore une belle parenthèse. Ben oui, longue, mais regarde. Fait que c'est ça. En 83, le viol conjugal est reconnu. En 1989, il y a 35 ans, il y a une manifestation de plus de 10 000 personnes dans les rues de Montréal pour protester contre les jugements des cours supérieures et d'appel, reconnaissant les droits du père et du fœtus revendiqués par Jean-Guy Tremblay. Donc, l'affaire Chantal Daigle, si vous n'avez pas entendu parler, c'est un très, très, très gros mouvement. Dans le fond, la Cour suprême du Canada invalide le jugement de la Cour d'appel qui statue qu'une personne autre, même s'il s'agit du père présumé, ne peut s'opposer à la décision d'une femme d'avorter. Dans le fond, l'affaire Chantal Daigle, pour y aller grosso modo, c'est une femme d'une région qui vivait une situation de violence conjugale, qui a eu une grossesse non désirée. Puis suite à la fin de la relation, elle a voulu se faire avorter. Puis quand le mari a su ça, ben, il a dit « Non, tu ne te feras pas avorter ». Puis il est allé porter plainte comme une injonction là, sur son fœtus, parce que lui, il disait qu'il avait des droits sur ce fœtus-là parce qu'il était le père. Donc, la femme qui possède son propre corps n'avait pas le droit d'avoir un acte médical qui est l'avortement. T'sais, c'était interdit. Elle allait voir les médecins, puis les médecins disaient non, t'as une injonction, on peut pas t'avorter. Puis il a fallu un groupe de féministes actives, militantes pour vrai, cette fois-là, je vais vraiment faire la distinction, qui l'ont apporté aux États-Unis se faire avorter illégalement parce qu'elle avait pas le droit. Fait qu'elle a changé d'identité, des faux papiers pour justement avoir le droit d'avoir un acte médical sur son corps. Fait que c'est terrible.
Puis, tu sais, là, au moment que l'injonction a été faite jusqu'à la décision, là, tu sais, le bébé, il aurait été à terme. Tu sais, il y a vraiment des longueurs là, dans le système judiciaire. Fait que, tu sais, puis ce monsieur-là le savait, là, tu sais, c'est sûr que si tu portes appel, tu t'envoies en appel à la Cour suprême, il y a des longueurs, tu peux pas porter plainte aujourd'hui puis avoir une sanction demain. Ouais, c'est ça. C'est impossible. Puis lui, il le savait, fait qu'il s'est dit, tu sais, le temps d'avoir tu sais, le jugement, c'est sûr que il va être accouché, ce bébé-là, puis je vais l'avoir. Fait que, c'est quand même pensé, là. Vraiment. Puis c'est ça, tout ce qui est sournois dans la violence conjugale. Mais heureusement, cette personne-là a réussi à avorter. Mais tu sais, quand même, illégalement, puis... Oui, c'est ça, en cachette. Ouais. Tu sais, elle aurait pu essayer de le faire chez eux, puis elle aurait pu mourir, cette femme-là, là. Parce que son désir n'était de ne pas garder cet enfant-là. Fait que, justement, en 89, il y a personne qui a le droit sur ton corps. C'est là qu'ils ont décidé ça, là. Fait que tu veux te faire avorter, tu sais, le père, il a le droit de donner son opinion, mais ça reste que c'est ta décision à toi, parce que c'est ton corps, puis c'est toi qui vas en avoir des conséquences. Ouais, c'est ça. C'est toi qui en assume les conséquences après ça. Exactement. Fait que merci à Chantal Daigle pour ce beau travail-là, vraiment. Là. Puis tu sais, ça n'a pas dû être facile, puis c'est ça, j'ai écouté un reportage sur elle, puis elle l'a pas fait dans l'optique de se battre pour les autres, là. Mais tu sais, ça a été vraiment un beau modèle là, pour les femmes au Québec. Puis tu sais, je veux dire, ça a apporté un changement dans une loi, là. Fait qu'on la remercie, tu sais, même si on connaît pas son histoire, on la remercie quand même parce que le changement qu'elle a apporté pour nous, tu sais, on le sait que c'est fragile, le droit à l'avortement. On est très conscient de ça. Mais pour l'instant, on a le droit. Fait qu'on remercie vraiment cette femme-là de s'être battue pour nous. Ça n'a pas dû être facile. C'est beau. Vraiment, vraiment beau. Merci. Pour une note encore moins positive, en 1989, le 6 décembre, c'est ça, 1989, à l'école polytechnique, 14 jeunes femmes sont abattues par un tueur qui crie « Vous êtes toutes féministes, je hais les féministes ». Le débat sur la violence faite aux femmes est avivé par cette tragédie. En 91, le Parlement fédéral déclare le 6 décembre la Journée nationale d'action contre les violences faites aux femmes. Marianne a parlé un petit peu là, dans le dernier épisode que ça c'est une violence genrée. Vraiment, ils ont été tués parce qu'ils étaient femmes. Il n'y a aucune autre raison qui justifiait... Tu sais, il n'y a aucune raison qui justifie le meurtre à base, hein, mais ça reste que la seule raison qui justifiait leur décès cette journée-là, c'est qu'ils étaient une femme. Point. Parce que lors de cet événement-là aussi, tous les hommes sont fait sortir là, de ce local-là. Donc, tu sais, c'est à quel point tu laisses pas la chance. Là, Et je sais qu'il y a un homme qui a été atteint par balle, mais tu sais, c'était vraiment parce qu'il visait une femme en arrière. Ouais, c'était juste un accident de parcours. L'intention n'était pas là. Exactement. Fait que ça reste que c'est une des tragédies qui a marqué le Québec, là, vraiment. Vraiment. De là aussi découle la campagne là, des 12 jours. Donc, on recule là, de... T'étais là, Marie-Lou? On recule de 27 ans en 97. C'était l'entrée en vigueur là, d'une loi qui modifie le code criminel pour inclure des dispositions précises qui limitent l'accès aux dossiers médicaux et psychiatriques des victimes d'agressions sexuelles. Là. Donc, dans le fond, si tu avais un diagnostic X au niveau de ta santé mentale, physique ou autre, et que tu vivais une agression sexuelle, ben par preuve pour ton conjoint, dans le fond, il pouvait y avoir accès, c'est ça. Puis même pas conjoint, là, ça peut être, exemple, tu te fais agresser dans la rue. Ton agresseur, pardon. Ouais. Tu te fais agresser dans la rue, finalement, tu as un diagnostic, exemple, de TPL, ben ils vont pouvoir le sortir à ton procès. Ouais, mais avez-vous vu son dossier médical? Comme si ça justifiait, mettons. Ouais. Là. Comme si elle était moins crédible parce que, justement, elle avait un problème de santé mentale. Fait que ça fait juste 27 ans là, que c'est plus accordé. Là, exemple, les avocats, puis ils ont plus le droit d'avoir accès aux dossiers médicaux pour infirmer, mettons, la témoin. Là. La victime. Ouais, la victime. C'est quand même une belle... Oui, vraiment. Une belle acquisition, cette loi-là. Il y a 18 ans, donc en 2006, il y a eu un amendement du Code civil pour permettre la résiliation de bail résidentiel pour des raisons de violence conjugale ou d'agression en caractère sexuel. Donc, tu sais, avant ça, dans le fond, donc avant 18 ans, une victime, dans le fond, ne pouvait pas résilier son bail là, si elle vivait de la violence à l'intérieur de son domicile. Là, Puis, exemple, ça reste une charge. Tu habites dans un loyer avec ton conjoint violent. T'sais, tu veux te séparer, mais tu le sais qu'il va falloir que tu payes ton bail quand même. Quand même, ouais, c'est ça. Tu vas attendre au 1er juillet. Là. Si ta situation économique est précaire, tu te diras pas « Ah, je vais vivre dans la rue jusqu'au 1er juillet. » Tu vas quand même te sécuriser puis tu vas rester dans ton foyer. Fait que ça amène une charge financière. Puis d'annoncer à ton conjoint que tu renouvelleras pas ton bail, ça te laisse vulnérable pendant une période de temps. Là. Fait que c'est tout ce stress-là qu'au moins ils ont enlevé aux personnes victimes. Là. Puis c'est vraiment pas compliqué. On en fait, nous, là. Ben, on fait les démarches. Puis c'est vraiment pas compliqué là, de résilier un bail, justement, pour cause de violence conjugale.
Fait que n'hésitez pas. Puis c'est pas une... C'est pas supposé être un obstacle, justement, là, à te mettre en sécurité, là, justement. Puis d'endurer une relation qui n'est pas adéquate. Mm-hmm. En 2007, la loi sur la protection de la jeunesse reconnaît que l'exposition à la violence conjugale peut menacer le développement et la sécurité de l'enfant. Donc, dans le fond, c'est en 2007 que, justement, l'exposition à la violence conjugale est devenue là, un motif de signalement. De compromission. Oui, de compromission à la DPJ. Mais par contre, l'application, dans le fond, ce motif-là pose encore des défis pour bien protéger à la fois les femmes et les enfants, là. Puis c'est un petit peu pour ça qu'on a aussi le service jeunesse à la maison, là, au niveau de la liaison avec la DPJ. Oui, parce que dans le fond, exemple, là, les policiers arrivent sur une situation de violence conjugale à la maison puis qu'ils voient qu'il y a une présence d'enfants, ils peuvent tout de suite signaler à la DPJ que l'enfant a été témoin d'une situation de violence conjugale. Fait que la DPJ peuvent travailler en ce sens pour essayer de réduire les conséquences de la violence chez l'enfant. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment une belle avancée aussi. Vraiment. En 2012, il y a 12 ans, la dernière discipline exclusivement masculine, la boxe, s'ouvre aux femmes lors des Jeux olympiques d'été de Londres. Donc, c'est là qu'on voit que ça ramène un peu, comme on a parlé là, au dernier épisode, au principe là, d'équité. Tu sais, c'est seulement il y a 12 ans, là, tu ne pouvais pas pratiquer la boxe aux Olympiques parce que tu étais une femme. Même si tu étais compétente de le faire puis que c'était ton sport, ben, tu pouvais pas le faire. Parce que tu étais une femme. C'est tout. Uniquement pour ça. Ouais, puis tu sais, maintenant, c'est des catégories de femmes, c'est correct, mais tu sais, même ça, là, on dirait qu'ils l'avaient pas vu, c'était de même, puis c'est comme ça, tu sais. Ouais. On dirait qu'il y a personne qui s'était posé la question à savoir, ça serait-tu pertinent, tu sais, y aurait-tu une clientèle, y aurait-tu pour l'ouvrir, tu sais, c'est juste c'est de même. Tu sais, si on regarde de l'autre côté de la médaille, un sport typiquement féminin aux Jeux olympiques, on le voyait pas, là. Non, je réfléchis, puis non. Genre, OK. Peut-être que oui, là, tu sais, on n'a pas la vérité absolue non plus, mais ça me dit rien. En 2020, il y a 4 ans, une nouvelle loi abolit le délai de prescription de 30 ans pour pouvoir intenter une poursuite civile contre un présumé agresseur si le préjudice résulte d'une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l'enfance ou de la violence d'un conjoint ou d'un ancien conjoint. Donc, si ça fait plus de 30 ans que tu t'es fait agresser, par exemple, là, tu peux maintenant porter plainte contre cette personne-là. Mm-hmm. Avant, là, si ça faisait 31 ans, ben, il est trop tard, tu peux plus rien faire. Puis on reconnaît quand même les défis puis les enjeux, justement, de la dénonciation vraiment, tu sais, tardive, là, mettons, exemple, après 30 ans. Mais tu sais, on peut-tu au moins laisser la chance à la victime de le dénoncer, même si ça fait plus de X d'années? Exactement. Puis tu sais, je veux dire, c'est ça, les preuves sont moindres, là. Plus le temps avance, c'est moins les preuves tangibles sont là, mais ça reste que donner la chance. Tu sais, c'est pas supposé d'empêcher quelqu'un de porter plainte parce que ça t'as passé le délai, là. Tu t'es cru quand même, là, même si ça fait 30 ans là, que t'as vécu une agression sexuelle. Exactement. Puis tu sais, peut-être qu'en dénonçant aussi, il va y avoir d'autres personnes qui ont vécu la même chose que toi qui vont faire que ça va arriver à quelque chose. Fait que c'est ça. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait là, depuis des décennies puis des centaines d'années. Mais il reste beaucoup de chemin à faire. C'est sûr que maintenant, on a le droit de vote. Ça s'est pas mis en jeu. Puis ça, c'est gagné, c'est acquis, tu sais. Mais ça reste qu'il y a des petites choses qu'on peut faire qui améliorent notre sort, là. Je pense que ça fait bien encore d'avoir ces discussions-là aujourd'hui. Ça prouve qu'il y a du chemin à faire, mais qu'on en a beaucoup de fait. Tu sais, c'est le fun de voir là, aussi cette ligne du temps-là, un petit peu, là, de voir que c'est vrai là, qu'il y a beaucoup d'améliorations. Là, mais tu sais, il y a certaines choses que... Pourquoi ça a déjà été ça, tu sais? Vraiment. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est ça, c'est illogique, là, mais dans ce temps-là, tout le monde était comme ça, puis ça valait de soi, là. Ça se posait pas la question. Non, exact. Mais tu sais, aujourd'hui, on voit ça, puis on se dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, ces personnes-là se disaient pas ça. C'est sûrement qu'il y a eu des débats, des discussions, mais tu sais, de là à se dire que ça avait lieu d'être, là. On dirait que c'est irréaliste de penser ça aujourd'hui. À quel point on peut remercier là, toutes ces personnes-là. On le dira jamais assez, je pense. Non, c'est ça, la reconnaissance qu'on a. Ça, on reste un petit peu là, cette note historique-là, puis qu'on fait un peu l'histoire des maisons d'hébergement, qui est quand même une ressource qui est encore méconnue aujourd'hui, là. Oui. Puis c'est souvent, on est mélangé avec les centres de femmes. Oui. Oui. Donc, on va reculer en 1970. Si tu vivais de la violence conjugale, là, c'était vraiment lave ton linge sale en famille. C'était un problème qui était privé, qui restait dans le privé. Puis la femme se mariait là, pour le meilleur et pour le pire. Fait que c'était comme marqué assume. Si tu vis de la violence c'est un problème qui n'est pas collectif. C'est 100% privé. C'est dans ton domicile, puis il n'y a personne qui s'en mêle. C'est souvent ce qu'on disait, c'est quoi que tu as fait? Ouais. C'est quoi que c'est correct que ton conjoint t'a violenté, mais c'est quoi que t'as fait pour l'amener là? C'est quoi, hein? Comment qu'on peut responsabiliser la femme? Hein? À ce moment-là aussi, il y avait beaucoup. Tu sais, l'Église avait quand même beaucoup de droits là, sur les
les résidences familiales. Donc, l'Église, elle obligeait justement, un peu comme je viens de dire, là, tu te maries pour le meilleur et pour le pire. Fait que ça l'obligeait vraiment la femme à endurer la violence vécue parce que les possibilités de divorce à ce moment-là étaient vraiment faibles, voire nulles. Donc, il y a aussi le fait, on en a parlé un peu dans le dernier épisode, puis encore aujourd'hui, là, la femme devait rester au foyer. T'avais même pas le choix. Tu pouvais pas aller travailler. Là, fait que tu restais au foyer. Fait que encore là, c'était encore plus de la responsabilité puis de endure la violence que tu vis. Là. Donc, encore là, c'est un beau travail que les femmes ont fait là, pour en arriver aujourd'hui au fait qu'on peut sortir de chez nous et aller travailler. Puis, tu sais, on se rapporte aussi au principe que si tu vis de la violence, c'est jamais de ta faute. Là. La violence, c'est un comportement qui est choisi, puis c'est pas, il n'y a pas de cause. Heureusement, les premières maisons d'hébergement ont vraiment vu le jour entre 70 et 80. En fait, le travail a débuté entre 70 et 89. C'est un groupe de femmes là, vraiment de tous les milieux, de toute classe sociale aussi, qui a débuté le travail pour dénoncer les violences conjugales et à caractère sexuel. Ils ont développé aussi l'intervention que nous, on utilise à notre quotidien, donc l'intervention féministe qui vise le changement social, donc vraiment là, la promotion de l'égalité entre les sexes, donc entre les hommes et les femmes. Ils ont aussi là, beaucoup remis là, en question un petit peu les propos que je viens de dire, là, que la femme était responsable de la violence conjugale, que c'était un problème privé et non collectif. Donc, c'était vraiment un problème de couple là, en ce moment-là. Ouais. Puis, sinon, t'étais folle. Ouais. Tu réagis de même, mais tu sais, c'est de même partout, fait que... Fait que dans le fond, t'avais pas la possibilité d'être la victime. T'étais vraiment responsable. Heureusement, c'est plus ça. Donc, c'est ça. Ce groupe de femmes-là ont vraiment milité à déresponsabiliser la femme de la violence vécue, là, peu importe le caractère de la violence. C'est en 1975 là, que les 2 premières maisons d'hébergement y naissent dans le coin de Montréal et Longueuil. Les principes de ce milieu, là, c'était la gratuité des services et la confidentialité, l'accessibilité aux femmes et le caractère féministe des interventions. Dans le fond, c'est de croire au potentiel des femmes, qu'on est capable de changement par nous-mêmes. Puis c'est aussi le fait du par et pour les femmes. Là. On est capable de s'appuyer puis de s'aider pour être capable à quelque chose dans l'optique d'autonomie. L'organisme pour lequel nous travaillons, la maison Halte Secours a vu le jour en 1983. Ça a tout débuté encore par un petit groupe de femmes bénévoles qui se sont installées en haut de la caisse populaire de Dolbeau-Mistassini. Tu vois que ça a vraiment commencé petit. Puis ça, c'était un centre de jour. On n'avait pas le droit à l'hébergement encore parce qu'on n'avait pas le financement. C'était du bénévolat là, à la limite. Là. Fait que c'était retourne coucher chez vous là, le soir. Là. Tout ce que tu peux faire, c'est de prendre des conseils, parler un petit peu de ce que tu vis, mais ça reste qu'on n'offrait pas ces services-là. Mais c'était quand même un bel avancée. Une belle avancée. OK. Cette alternative-là permettait quand même aux femmes d'aborder la violence qu'elles vivaient chez elles puis de sortir de l'aspect privé. C'est 4 ans plus tard, en 1987, qu'une campagne de financement a été lancée pour pouvoir justement acquérir une maison d'hébergement pour leur offrir de la sécurité pour les femmes et les enfants. Aujourd'hui, en 2024, on compte un service en hébergement, un service externe, un service jeunesse et un service de sensibilisation pour répondre aux besoins grandissants et gratuits des femmes. Maintenant, on voit que le problème est un problème social et collectif. Cette vision, aujourd'hui, nous aide à mieux cerner les besoins des femmes et de pouvoir adapter nos interventions. Tu sais, nous, on est une maison d'hébergement, nos services sont tous gratuits. Puis souvent, là, le monde dit que s'il avait su c'était quoi avant, il serait venu avant. Vraiment. C'est chaleureux, on est ferme. Fait que on voit que la ressource a vraiment changé, là, mettons, aujourd'hui versus en 87. Cette année, depuis janvier 2024, il y a 11 féminicides qui sont produits au Québec, là. Puis, tu sais, là, on enregistre, on est en septembre, donc on espère qu'on est encore à 11 féminicides parce que c'était déjà trop en septembre. Fait que 11 féminicides au Québec. Le féminicide, c'est vraiment une violence qui est fondée sur le genre, sur le fait que t'es tué parce que t'es une femme, tu sais. Puis on voit pas l'inverse non plus. Il y a aucun homme qui est tué parce que c'est un homme. Selon les statistiques, en plus. Et avant, quand on parlait de féminicide, là, on parlait vraiment que c'était un crime passionnel, donc l'agresseur tuait par amour parce qu'il aimait trop sa femme, tu sais. Ou si elle n'était pas dans sa vie, aussi bien qu'elle meurt. C'est égoïste aussi comme façon de penser, mais il y a personne qui tue par amour, puis la violence, c'est pas une preuve d'amour. Non, c'est ça. Tu sais, on se rapporte que tuer demeure une forme de violence, tu sais, puis... c'est pas mal fatal. Ouais, vraiment. Donc, en gros, la violence n'est pas de l'amour. Puis la jalousie non plus n'est pas une preuve d'amour. Puis ça peut commencer sournoisement, là. Fait que, tu sais, au moins une petite signe
d'une relation toxique ou d'une relation inadéquate, là, n'hésitez pas à téléphoner aux personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là. Là. Si tu as un doute pour toi, pour ton ami, pour ta soeur, pour ta voisine, pour ta collègue, ben n'hésite pas là, à téléphoner pour demander conseil là, pour aider cette personne-là ou toi-même. On est vraiment là pour ça. Donc, tu peux appeler à la maison. Là, nous, dans le fond, on a une ligne d'écoute qui est ouverte 24/7. Donc, à tout moment de la journée, du soir, de la nuit, n'hésite pas à nous téléphoner. On est là pour toi. Donc, tu peux téléphoner au Sors ton calepin puis note-moi ça. 418-276-3965. Il y a aussi d'autres ressources qui vont être mises en descriptif du balado. Donc, n'hésite pas à les consulter aussi là, si jamais tu as un doute ou simplement pour t'informer. On vous remercie encore de votre écoute aujourd'hui au podcast Fidèle au poste. Puis on se revoit dans un autre épisode. Merci. Bonne journée. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.